Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Qu'est-il arrivé à Grégory Soudi, disparu le 29 septembre dernier? Ce Tourangeau a été retrouvé 5 jours plus tard à Parçay-Melley. Problème, il est aujourd'hui incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Un appel à témoins est lancé. Bataille entre direction de la SNCF et syndicats en Indre-et-Loire. La CGT dénonce la fermeture de la boutique de Tournord et la réduction des horaires du guichet de Saint-Pierre-des-Corps. Et puis nous irons à Beaulieu-les-Loches où un chantier monumental attend l'abbatiale. Le clocher montre des signes de faiblesse. Il sera entièrement démonté puis remonté. Je vous le disais en titre, la gendarmerie d'Indre-et-Loire lance un appel à témoins pour tenter d'expliquer la disparition d'un Tourangeau de 37 ans. Grégory Soudi a été retrouvé à Parçay-Melley après 5 jours sans donner de nouvelles. L'homme est aujourd'hui en état de choc, incapable de fournir la moindre explication. Les précisions de Sébastien Branger. Lundi 3 octobre, en fin de matinée, un peloton motorisé de la gendarmerie de Monnet découvre le corps inanimé mais vivant de Grégory Soudi. C'est à une centaine de mètres du péage de Parçay-Melley, sur l'embranchement en direction de Paris, que la victime, grièvement blessée, gît tout juste dissimulée dans une zone de hautes herbes. Employé au McDonald's de la zone commerciale de la Petite Arche, Grégory Soudi avait justement disparu le 29 septembre au soir en se rendant à pied de Tournord, où il réside, à son lieu de travail. Son pronostic vital n'est pas engagé, néanmoins son état de santé ne permet pas aux enquêteurs de l'entendre. C'est donc via les médias et les réseaux sociaux que la gendarmerie lance un appel à témoins sur les circonstances de sa disparition. Si vous l'avez aperçu ou êtes en possession d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête, contactez la gendarmerie à l'un de ces 2 numéros. Les vendanges se poursuivent dans le Val-de-Loire, une année marquée, comme vous le savez, par des rendements en chute libre. La faute aux gelées d'avril, 100 000 € de pertes en Indre-et-Loire selon la Fédération viticole. Malgré cette catastrophe, la passion est intacte, les gestes précis, un objectif, la qualité. C'est ce qu'a pu constater Romain Delville à Rochecorbon sur les terres du Vouvray. Le mal de dos est le même que les années d'avant, mais les sécateurs marchent au ralenti pour les vendangeurs sur cette parcelle de Rochecorbon. Moins 40% de raisins sur l'ensemble du domaine Bourillon d'Orléans. Sur certaines lignes, on frôle les moins 80%. Et c'est finalement là que la main et l'œil de l'homme sont le plus importants pour trier. Là, c'est vraiment pénible parce que même nous, on a envie de ramasser. Et là, on se balade et on cherche comme ça, 1 grappe, 2 grappes. Et c'est franchement, c'est pas fatigant, je veux dire. Mais c'est pas gratifiant, on a l'impression qu'on travaille pour rien. Moi, c'est ce que je ressens. Les outils ont changé. Les corbeilles d'osier sont aujourd'hui en plastique, les cuves d'acier ont des vérins hydrauliques. Mais sur les parcelles vendangées à la main, la traditionnelle bonne volonté est le cœur de métier des coupeurs et des porteurs. On perpétue par rapport à ce qu'il y avait avant, bien sûr. Bien sûr, les matières ont changé, mais les techniques sont les mêmes. Il y a des coupeurs et des hauteurs et le principe reste le même. Voilà. Sauf que c'est la matière et au niveau du transport qui a changé, bien sûr. Le viticulteur Frédéric Bourillon va même plus loin. Pour lui, le ramassage à la machine est un épiphénomène dans l'histoire du vin. Et l'avenir, espère-t-il, est à la vendange manuelle. On arrivera probablement à revaloriser nos vins de telle manière qu'on n'aura plus besoin de machines. Et puis qualitativement, c'est vrai que certaines années, on a du mal à faire la différence entre une vendange mécanique comme une vendange manuel, mais certaines années, pour faire vraiment des tris sélectifs, des choses vraiment abouties, rien ne remplace la main de l'homme. Pour cette année faible en quantité, mais certainement pas en qualité, les mains et les hommes et les femmes qui vendangent sont employés 5 jours contre 8 jours pour une année normale. Pourra-t-on encore acheter son billet de train à un guichet de la SNCF? C'est la question qui agite la direction du rail et les syndicats de cheminots. Au centre des débats, la fermeture en décembre prochain d'une boutique SNCF à Tournord, mais aussi la réduction des horaires des guichets à Saint-Pierre-des-Corps. Amanda Bruer-Rivera. La boutique SNCF à Tournord va définitivement baisser le rideau avant la fin de l'année. Quant aux 5 guichets de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, ils sont actuellement en sursis. Pour la CGT, c'est une marche forcée vers l'achat sur Internet, au détriment du service client. Nous, ce qu'on dénonce, c'est la qualité de service aux usagers qui va être fortement dégradée, des files d'attente beaucoup plus longues,
Donc voilà, une déshumanisation des gares au profit du tout Internet. En ce moment, on nous parle d'état d'urgence, donc je pense que des gares avec des agents, ça rassure aussi. Et puis en cas de nécessité, les gens sont là pour intervenir. S'il n'y a personne, malheureusement, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, plus d'1 billet sur 2 est vendu sur Internet. 1 sur 4 l'est dans les guichets et 7,5% le sont sur les bornes. Chaque année, le chiffre d'affaires des guichets diminue de 15% partout dans la région, alors que le nombre de voyageurs reste stable. La direction de la SNCF assume sa stratégie. Nous réduisons effectivement régulièrement le nombre des guichets, mais par contre, on essaye de les rendre aussi plus confortables et tous ceux qui, par exemple, fréquentent les guichets de Tours ont pu voir l'évolution ces dernières années. Le guichet à Saint-Pierre-des-Corps ne sera bien évidemment pas fermé et bien évidemment, la SNCF ayant sa structure sociale, tous les agents qui ne travailleront plus à Saint-Pierre-des-Corps travailleront ailleurs. L'avenir des guichets de Saint-Pierre-des-Corps est aujourd'hui incertain. Une filiale nationale de la SNCF a décidé de ne plus les financer. Et la région a été contactée pour prendre partiellement le relais. À ce stade des négociations, au moins un guichet devrait être maintenu. Les modalités et le financement vont être au cœur des prochaines réunions entre la SNCF et la région. En bref, justice, nous vous en parlions hier, l'assignation devant le tribunal correctionnel de Tours du directeur de la centrale nucléaire de Chinon. En cause, des infractions au code de l'environnement. Eh bien, le procureur a requis des peines d'amende avec sursis, 500 € par infraction. Régis Clément était poursuivi par le réseau Sortir du nucléaire, délibéré attendu le 6 décembre. Elles font la fierté des villages et leur identité, ce sont les églises. Oui, mais voilà, fragilisées par le temps, elles doivent être régulièrement rénovées. À Beaulieu-les-Loches, un chantier monumental attend les ouvriers. Le clocher de l'abbatiale bénédictine menace de s'effondrer. Résultat, il va être entièrement démonté et remonté. Les explications d'Audrey Champigny. La première pierre fut posée à l'époque de Fulkenera, au XIe siècle. Dans quelques mois, les 3000 pierres qui composent les 8 façades du grand clocher de l'abbatiale de la Trinité seront enlevées une à une. Déjà restaurée il y a plus de 100 ans avec des moyens précaires, la flèche de 26 mètres de haut a subi l'usure des temps. L'urgence, les fissures qui sont visibles à l'intérieur du clocher. Lors des restaurations précédentes qui ont été faites au cours des siècles, en fait, on a changé ce qu'on appelle les membrons, qui sont les parties aux angles extérieurs, mais en recoupant les pierres. Ce qui fait qu'on a un point faible à l'endroit justement où ça devrait être le plus résistant. Et on s'aperçoit qu'avec l'usure des pierres, ça devient très dangereux. Et effectivement, on retrouve des fissures systématiquement à chaque angle du clocher. C'est ça qui a obligé finalement de prendre cette décision de démonter l'ensemble. Les pierres de tuffeau seront remplacées par des pierres de Thierré plus résistantes aux intempéries. Mais avant cela, première étape, les 5 cloches seront enlevées car leur système de balancement appelé lancer franc ou à battant lancé n'est pas étranger à la fragilisation des façades. Elles entraînent actuellement des vibrations importantes sur le clocher et leur mode de fixation sera revu en même temps que la repose. Une fois l'édifice démonté, des protections en plomb seront ajoutées, ainsi qu'un nouveau système pour le protéger de l'eau. Ce chantier titanesque de 14 mois était à l'étude depuis 8 ans déjà. Il aura fallu la chute de plusieurs grosses pierres en 2011 pour accélérer le projet et trouver des financements. Les chiffres sont très gros, hein, c'est très important. Sur la tranche qui est lancée, qui est ferme et qui est commandée, le budget est d'1,7 million, donc 1,7 million d'euros, qui sont là financés 10% par la commune et 60% État, 30% conseil départemental. Une deuxième tranche de travaux qui concernera la base du clocher aura lieu en 2018 et 2019. Des travaux qui devraient coûter près de 750 000 €. Une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine a ainsi été lancée pour réunir un maximum de fonds. Un mot de sport à présent et cette nouvelle sanction à l'encontre du Tours FC. Cette fois-ci, c'est la LFP qui a sévi, 15 000 € d'amende infligée au club. La Ligue reproche au TFC d'avoir introduit une clause illégale lors de la résiliation du contrat d'un ex-joueur, Laurent Aguazi. Cette clause stipulait que le milieu de terrain ne devait pas jouer avec sa nouvelle équipe, Niort, contre le TFC. Par ailleurs, le président du club, Jean-Marc Ettori, écope d'une suspension de 3 mois avec sursis de toute fonction officielle.
Son champion caracole en tête des intentions de vote à la primaire de la droite et du centre. Le centriste Pierre Louÿs est premier vice-président du conseil départemental. Il est aussi, surtout, le porte-parole pour la campagne d'Alain Juppé en Indre-et-Loire. À la veille du premier débat entre les candidats, la partie est-elle déjà gagnée pour le favori des sondages? Nous poserons la question à notre invité. A tout de suite.